Bienvenue sur Kemitamat, la chaîne associative panafricaine de la culture. Kemitamat, c'est une autre vision de la culture panafricaine en Afrique et dans le monde entier. Kemitamat offre également des reportages vivants de véritables expériences humaines en totale immersion dans la vie associative. Kemitamat, c'est finalement une web TV de proximité associative panafricaine ouverte sur le monde entier et qui donne la parole à la jeunesse et la pousse vers une dynamique d'entrepreneuriat et d'émancipation. Bonjour et merci d'être avec nous sur Kemitamat TV. Aujourd'hui, pour le Kemitasso, nous sommes en direct de la librairie Tamery en plein cœur de Paris-Belleville. En direct de la librairie Tamery en plein cœur de Paris avec un membre de l'association la Ligue panafricaine Umoja qui a accepté de nous rencontrer et de nous brosser un petit peu la situation d'aujourd'hui, la conférence ainsi que le contenu justement de tout ce rassemblement. Obambe Ngakoso, secrétaire général adjoint et porte-parole de la Ligue panafricaine Umoja. Très bien. Alors depuis combien de temps cette association elle existe? Qu'est-ce que vous faites? L'association a été créée il y a 3 ans et demi et comme son nom l'indique, c'est une association panafricaine, association à caractère politique. Donc nous recouvrons tous les volets que la politique est censée recouvrer, que ce soit le culturel, l'économique, le politique au sens propre du terme, comme au sens figuré, le social, l'éducation, etc., etc. Donc tout ça, effectivement, ce sont des sujets que nous traitons, que nous abordons au sein de la Ligue panafricaine Umoja. Les buts de cette association sont de fédérer le plus d'associations, de partis politiques panafricains possibles et pour avoir comme but final la création, la mise en place d'une structure supranationale qu'on pourra appeler État fédéral sur le continent africain. Donc avec pour objectif effectivement d'avoir un État qui permettra aux Africains de parler d'une seule voix, que ce soit sur les questions de défense, avoir une armée commune, que ce soit sur les questions monétaires, avoir une monnaie unique pour tous les Africains. Et lorsqu'on effectivement on se retrouvera hors du continent, dans les instances dites internationales ou auprès des Européens, auprès des Asiatiques, on parlera désormais d'une seule voix et non de 10, de 20, de 50 ou de 30 comme cela se fait habituellement depuis malheureusement le contact violent avec l'Occident au XVe siècle. Une association engagée, un projet très ambitieux. Umoja, qu'est-ce que ça signifie dans le fond? Alors, je ne parle pas swahili, je n'ai aucune prétention, mais on nous a dit que ça se dit Umoja. 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 Voilà, Umoja. Umoja. Voilà, Umoja. C'est bon comme ça? C'est parfait. C'est même plus que chez moi. Donc c'est du swahili. Et le swahili est une langue qui est parlée par 100 millions d'Africains. Écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre sollicitude. Et encore une fois, panafricanisme, c'est pour tout le monde. C'est vraiment un message adressé à la diaspora africaine, mais surtout à tout le monde qui se reconnaîtra dans cette démarche. Et venez nombreux. Ils ont un site internet, ils ont tout, vous trouverez tout sur internet. La Ligue panafricaine Umoja. Authority man in charge of money, him no need gun, him need pen. Pen get power, gun no get. If gun steal 80,000 naira, pen go steal 2 billion naira. We no go hear them shout, we no go hear them shout talk. We no go hear them shout, and you go say this was a call. Hear them say, hear them shout. On continue sur Kemitamat avec une nouvelle invitée, une adhérente de l'association la Ligue panafricaine Umoja. J'ai nommé Asset Malanda. Comment? Asset Malanda. Asset Malanda. Alors Asset, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'adhérer à cette association? Pourquoi? Quelles sont tes motivations et quelle est cette espèce de conscience associative que tu as eue de par ton engagement? Alors, donc oui, c'est vraiment une longue histoire. Comment est-ce que déjà j'ai pris conscience de moi, de mon histoire, de ma culture,
Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser au peuple noir, à l'Afrique surtout? Un beau jour sur internet, je cherchais des informations concernant mon pays d'origine, donc le Congo, Brazzaville. Donc je tombe en fait sur un lien, je vois Congo, je vois Kémite, Pharaon, Noir, enfin j'ai été intriguée. J'ai dit tiens, je vais cliquer dessus. En cliquant, je tombe sur un blog d'un jeune qui s'appelle Nsemi. Et donc je me rappelle bien, il était 20h, donc de 20h jusqu'à 6h du matin, je suis restée sur ce blog, en lisant, parce que j'étais tout simplement stupéfaite d'avoir en fait découvert autant d'informations sur le peuple noir, sur l'histoire du continent africain, etc. Donc tout est parti de là en fait, tout est parti de là. Donc à partir de ce moment-là, j'ai manifesté le désir de rencontrer l'auteur du blog, et c'était en 2005. Et donc à cette époque-là, les blogs afrocentriques étaient vraiment en vogue. Donc après moi-même aussi, j'ai décidé de créer mon blog, etc. Donc c'est parti. Et donc ça fait 8 ans que tu as créé ton blog toi aussi? Ah oui, après c'était un blog, je m'en occupe plus vraiment parce que c'était au début, lorsque j'ai découvert le combat, l'engagement, de défendre le continent africain. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de créer un blog. Après, au jour d'aujourd'hui, j'ai 28 ans. Évidemment, ma vision elle a évolué, ma vision du combat a évolué, les choses ont changé. Donc c'est un blog qui existe, à l'époque c'était des blogs faits par Skyblog, etc. et tout. Donc le blog il existe, mais maintenant je m'en occupe plus vraiment en fait. Je suis tournée maintenant vers des choses beaucoup plus concrètes. Donc en l'occurrence j'ai adhéré à la LP Umoja, puisque c'est une organisation en fait sur la place parisienne qui en tout cas milite très activement concernant la question politique. Et donc ça c'est vrai que ça manque un peu sur Paris. Il y a beaucoup plus d'organisations culturelles, d'où ma motivation d'intégrer la Ligue en tant que membre, c'est par rapport à cette question politique en fait. Ton engagement associatif, il représente quoi dans ta vie? Quelle partie, quel compartiment tu réserves à ta vie associative? Parce que j'imagine que tu es une femme, tu as une vie de famille, tu as une vie sociale. Comment ça se passe? Explique-nous un petit peu comment ça se passe dans ta vie, comment tu concilies les deux? Waouh, en tout cas, ce qui est sûr et certain, comment je perçois ma vie de femme aujourd'hui, et ma vie sociale, ma vie professionnelle. De toutes les manières, déjà à la base, la vie déjà c'est une lutte, c'est un combat. Donc jusqu'à la fin de mes jours, je continuerai à combattre Donc j'arrive à très bien à faire la part des choses. J'ai pas de difficulté par rapport à ça. J'assume, je sais que c'est très dur déjà, étant une femme noire vivant en France, en plus militante, panafricaine, défendant la cause africaine, etc. Déjà c'est pas évident. Déjà au sein de nos familles, c'est pas les membres de nos familles n'acceptent pas facilement, n'acceptent pas facilement cette prise de conscience, tu veux dire, cette espèce de rébellion. C'est pas vraiment une rébellion, mais on se réveille. C'est un réveil par contre. C'est pas au départ oui, on est révolté, c'est une rébellion. On se sent un petit peu révolté d'avoir été endormi et de se rendre compte de la réalité seulement maintenant. C'est bien ça? Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, je parlerai plus d'engagement responsable. C'est-à-dire que c'est une obligation, en tout cas pour moi, de faire d'apporter ma petite pierre à ce combat, à l'édifice. Pour moi, c'est mon quotidien, c'est normal. Donc tout ce que je fais s'inscrit en tout cas dans cette ligne de conduite. Donc finalement, c'est devenu un état d'esprit au final. Oui. Le panafricanisme, c'est un état d'esprit parce que tous les Noirs ne sont pas panafricains. Moi, j'aime pas beaucoup dire que c'est un état d'esprit. Pour moi, le panafricanisme, c'est beaucoup plus important que ça. C'est-à-dire que pour moi,
c'est bon, là, c'est une idéologie, ok, politique, n'est-ce pas, qui, en tout cas pour moi, est nécessaire pour construire en tout cas les États-Unis d'Afrique ou l'État fédéral d'Afrique noire. Donc pour moi, c'est plus qu'un état d'esprit. Il est clair que tous les Africains, tous les Noirs ne sont pas panafricanistes, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est beaucoup plus qu'un état d'esprit. C'est vraiment une cause que t'épouses. C'est un choix de vie. C'est pas un état d'esprit. Parce qu'un état d'esprit du jour au lendemain, voilà, je peux changer d'état d'esprit. Voilà, c'est vraiment un choix de vie. Voilà, c'est un choix de vie. Pour moi, voilà, je pense panafricain. Voilà, ma manière, toute ma conception de la vie, ma philosophie de la vie, voilà, c'est panafricain. Voilà. Donc c'est plus qu'un état d'esprit pour moi en fait. De ton point de vue à toi et de ta personne, quel message tu voudrais faire passer à tes frères panafricains qui te verront et qui verront cette interview et qui seront forcément touchés justement par un tel engagement? Bon bah après d'accord. À tous mes frères panafricains, à toutes mes sœurs panafricaines et même à tous mes autres frères et sœurs qui ne sont pas forcément panafricains, voilà, tout ce que je pourrais dire, c'est que peu importe ce que l'on fait dans la vie, peu importe voilà, nos responsabilités, ne jamais perdre de vue, en tout cas, l'objectif qui est que l'Afrique doit s'élever, doit se relever, et pour que l'Afrique s'élève, se relève, bah, ce sera grâce à ses enfants, grâce à nous, grâce à nos actions, grâce à l'image que l'on donne de l'Afrique à l'extérieur et même à ceux qui sont restés sur le continent. Donc après, bon, voilà, c'est ce que je m'efforce de faire aussi. Donc, en tout cas, avoir, voilà, dans nos idées, l'Afrique comme source finale, parce que tous les autres peuples, c'est ce qu'ils font, voilà, ils vivent en France, etc., etc. Mais voilà, je peux prendre plein d'exemples, que ce soit pareil pour les Asiatiques, que ce soit pareil pour le peuple juif, que ce soit pareil pour les Indiens, pour tout le monde. Et c'est normal. Tout le monde vit en France, on travaille, mais l'objectif, voilà, il faut viser, voilà, d'où l'on vient, quoi, la terre-mère, et c'est super important. Tout le monde, quand je dis tout le monde, aujourd'hui les grands ensembles, que ce soit les États-Unis, l'Union européenne, le Japon, la Chine, tous savent comment dire, l'importance de l'Afrique, voilà, au niveau des ressources, etc., et tout, au niveau des richesses. Voilà, donc tout le monde va en Afrique, voilà, pour investir, faire des choses. Et pour s'approvisionner aussi, hein, pour se nourrir, pour se ressourcer. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc tout le monde va en Afrique pour sauf nous. Voilà, sauf nous. Bah voilà, donc il est temps de penser à l'Afrique. De ne plus avoir cette image, oui, mais tout le monde, oui, mais là-bas, lorsqu'on arrive, les gens sont ceci, sont cela, bah, comment font les étrangers qui viennent chez nous? Voilà, donc à nous de nous battre parce que tout le monde veut l'Afrique et pas les Africains, c'est pas normal. Donc voilà. Ça m'intrigue depuis tout à l'heure, je n'osais pas te demander. Explique-moi, j'aime beaucoup cette croix, qu'est-ce que ça représente? Bon, bah, je vais essayer de faire de mon mieux, hein, de donner une meilleure explication. Bah, en tout cas, c'est ce que l'on appelle traditionnellement, voilà, les Occidentaux appellent en fait la clé de vie. Voilà, la clé de vie qui fait référence justement à l'histoire égypto-nubienne. Donc nous on appelle voilà, la croix Ankh ou la croix Anga. Donc c'est une clé de vie en fait. Donc c'est une clé qui a une symbolique très spirituelle en fait dans l'ancien Égypte, donc l'Égypte antique, bien évidemment fondée par des négros africains. Donc voilà, c'est une croix qui est très symbolique au niveau spirituel. Et elle donne la vie éternelle? La vie éternelle, je ne sais pas, mais en tout cas c'est voilà, c'est très, ça a une explication, c'est une symbolique très puissante. Donc voilà, par exemple à ce niveau-là en fait vers le bas, donc ça représente en fait la partie masculine. Voilà, la partie masculine et beaucoup plus haut, donc la partie féminine. Donc ça symbolise et bien évidemment la fusion entre l'homme et la femme. Voilà, ensuite voilà, qui crée la vie. La naissance, quoi, la nativité, l'éclosion. Et est-ce que tu te sens plus puissante depuis que tu portes ça? Est-ce que tu sens un fluide en toi qui te donne un petit peu plus de courage, d'assurance? Mais bien sûr que oui. Donc c'est voilà, c'est après j'en ai plusieurs, hein, des colliers. C'est un petit peu comme un gris-gris alors. Oh, gris. Bon, après le terme gris-gris c'est un peu péjoratif. Je dirais c'est une protection. C'est une voilà. protection. C'est voilà. C'est comme les chrétiens, ils ont une croix de Jésus, etc. Bah moi j'aime bien porter ma croix en stylisé. Ça fait un peu bling bling. C'est très joli. C'est aussi pour intriguer justement.
les frères et sœurs qui me voient porter ça, qui se disent mais qu'est-ce que c'est, mais pourquoi elle porte ça, elle n'est pas égyptienne. Tout de suite les gens associent ce genre de symbole à l'Égypte peuplée actuellement de peuples arabes, alors que ça n'a rien à voir. Lorsqu'on connaît son histoire, c'est très bien que bon, ce sont des symboles qui nous appartiennent. Voilà, les pyramides, etc. Ce sont des symboles qui nous appartiennent. Voilà, c'est un héritage négro-africain. Donc je suis très fière de Ton héritage. mon héritage, de porter ça, de me balader avec, voilà, c'est moi quoi. C'est moi, c'est mon histoire. Voilà. Voilà pour la petite anecdote. Kangana ndomino mdelengana yada puila ndombi ngoloye toto wayawe. Music is a weapon. Et ça a été un déclic pour moi. C'est, je crois, que ce documentaire qui m'a donné une meilleure vision de Fela. À partir de ce documentaire, j'ai voulu approfondir mes recherches sur le musicien que j'ai eu le privilège de rencontrer à plusieurs reprises. Alors, tout d'abord, dans ce film, c'est dommage parce que je crois que c'est un détail peut-être qui vous échappait. Dans le même documentaire, hein, à moins que ce soit un piraté, en tout cas l'original, il y a une version anglaise. Et je déplore que ce qui existe dans la version, il y a des éléments il y a un peu plus d'éléments dans la version anglaise qui ne figurent pas dans la version française, dans le même DVD. Il suffit de cliquer et j'aurais bien voulu, si j'étais là en fait, c'est trop tard, montrer l'importance de ce que Fela a dit. Alors dans la version anglaise, Fela dit, il a été interrogé, à l'époque, nous étions à l'époque de l'apartheid, hein, c'est dans les années 85-86, l'apartheid battait son plein, on venait d'assassiner Benjamin Moloise qui était un grand poète sud-africain. Il va changer d'idée, il va abandonner la médecine pour s'intéresser à la musique. Il va faire la musique et il va choisir pour option le piano, il a eu ce diplôme avec succès. Mais il abandonnera vite le piano puisqu'à l'époque la trompette était un peu l'instrument roi. Donc il se mettra à la trompette, vous pouvez aussi voir Fela jouer de la trompette avec son premier groupe qui s'appelait à l'époque Kola Lobitos. C'était un groupe qui était constitué d'Afro-Caraïbéens, de Ghanéens et de Nigérians. Donc à l'époque, Fela ne jouait pas de l'afrobeat mais de la joujou musique. Toujours en direct de la librairie d'Amery, toujours présidée par l'association La Ligue panafricaine Umoja. Monsieur Lasconi, alors vous avez animé cette conférence ce soir et vous vous êtes appuyé sur la base d'un artiste qui est musicien, chanteur, Fela Kuti. C'est Fela Anikulapo Kuti, le père de Femi Kuti. Et donc vous avez raconté un petit peu comment il se battait pour son peuple à travers sa musique et vous êtes appuyé justement donc sur son histoire afin d'animer cette conférence aujourd'hui qui a eu lieu ici. Monsieur Lasconi, dites-nous un petit peu votre ressenti à l'issue de cette conférence. Disons que je me réjouis et je voudrais remercier la librairie Tamery pour cette initiative aussi, la Ligue panafricaine Umoja qui a choisi le lieu, qui a choisi ce lieu.
il fallait à tout prix rendre hommage à Fela parce que c'était un musicien qui a payé de sa vie pour défendre ses convictions, qui s'est opposé à tous les régimes militaires successifs, enfin à tous les régimes militaires qui se sont succédés au Nigeria. Il a mené un véritable combat panafricain et comme il le disait lui-même, music is a weapon, la musique est une arme et il a su s'en servir. Je pense que la musique de Fela, non seulement la musique mais les paroles devraient figurer dans nos humanités classiques. Ce sont des textes qui méritent d'être étudiés parce que Fela est un émancipateur inconnu et il était bon pour nous de révéler aux panafricains de la diaspora son combat. Et c'est très symbolique quand même d'avoir organisé ce genre de conférence ici dans la librairie Tamari. Oui, non seulement le symbole est important, mais seulement Fela n'est pas assez connu. Bon, il faut dire aussi que la barrière de la langue fait que les francophones ne comprennent pas forcément l'anglais. Donc la portée de son message n'est pas... En fait, il n'y a pas une... comment dirais-je? Il n'y a pas un impact sur la communauté francophone en dehors de ceux qui vivent dans des pays comme le Cameroun, pays limitrophe au Nigeria. La plupart des gens ne savent pas grand-chose de Fela, ils connaissent ses succès dansants, mais il était bon de révéler le contenu de ces chansons, à savoir les paroles, les traductions. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avant que je n'intervienne. Il y a eu une projection d'un film justement qui s'appelle Music is a Weapon. Et je me suis appuyé sur un livre qui lui a été dédié par son illustrateur, Mabignori, et le livre s'intitule Why Black Men Carry Shit. Pourquoi l'homme noir porte la merde. Et donc Fela était un homme qui était en avant-garde parce qu'il avait commencé à dénoncer cette aliénation qui aujourd'hui est tellement flagrante, aussi bien physiquement que mentalement chez l'Africain. Et donc voilà un peu ce que j'ai voulu retracer à travers cet exposé. Pour finir le mot de la fin, quel message vous souhaiteriez faire passer à tous ceux qui nous regarderont? Quel message pour tous ceux qui sont encore en quête de cette identité nègre et qui n'ont pas encore justement la conscience qu'il y a des gens qui sont battus et qui ont souffert comme Fela Kuti? Qu'est-ce que vous voudriez adresser à ce peuple afin d'éveiller les consciences? C'est de leur dire de se réconcilier avec eux-mêmes. D'aller s'abreuver à la source du savoir, celle-ci est intarissable et on apprend tous les jours. Ils doivent absolument se documenter, à défaut de lire, écouter de la musique engagée, celle de Fela, mais aussi des musiciens comme Franklin Bukaka, Bob Marley, Pierre Akenenge et bien d'autres, Hugues Masekela. Aussi de lire, s'ils peuvent, s'ils en ont les moyens, de suivre des documentaires faits par nos chercheurs. Et je pense que la meilleure façon de s'instruire, c'est d'aller à la connaissance directe. Donc il faut éviter de s'instruire par procuration. Merci Monsieur Lasconi. Je vous remercie et je vous dis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous êtes le bienvenu. C'était le mot de la fin avec Monsieur Lasconi. Merci de nous avoir suivis sur Kemitamat. À bientôt.